Bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de ce journal, le difficile recouvrement des biens mal acquis au Soudan. La valeur des biens illégalement acquis par les hommes du régime de l'ancien président Omar el-Béchir oscillerait entre 3,5 et 4 millions de dollars. Une partie des avoirs détournés pourrait ne jamais être retrouvée. Vers l'apaisement entre le Soudan et l'Éthiopie après l'incident frontalier entre l'armée soudanaise et des milices éthiopiennes. Les deux voisins qui se disputent la zone d'Al-Fashqa envisagent désormais des patrouilles conjointes. Et l'Afrique du Sud a amorcé ce 1er juin le stade 3 de l'alerte sanitaire, un niveau qui permet au pays d'assouplir un peu plus ses mesures de confinement. La plupart des commerces ont pu rouvrir et le couvre-feu a été levé. Mais tout d'abord, le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Miskine et 3 autres membres de la rébellion détenus au Tchad ont été présentés ce 1er juin à un juge d'instruction et envoyés en maison d'arrêt. Abdoulaye Miskine, c'est le chef du Front démocratique du peuple centrafricain, un groupe armé impliqué dans les années 2000 dans des violences en Centrafrique et qui avait plus tard menacé de renverser le président Faustin-Archange Touadéra, interpellé au mois d'octobre 2019. Ils étaient depuis détenus par les services de renseignement tchadiens alors que Bangui continue de demander leur extradition. Et au Soudan, les autorités de transition poursuivent le recouvrement des biens illégalement acquis par le régime de l'ancien président Omar el-Béchir, des biens estimés à presque 4 millions de dollars. Une corruption étendue et dissimulée avec habileté, selon les experts, qui estiment que récupérer l'ensemble des avoirs détournés pourrait s'avérer très difficile. Nathalie Mo. Les biens mal acquis sous l'ère Omar el-Béchir va requérir du temps et une grande expertise selon les autorités judiciaires soudanaises. Le comité de lutte contre la corruption a estimé entre 3,5 et 4 millions de dollars la valeur des biens fonciers et immobiliers de l'ancien régime. La partie immergée de l'iceberg de l'avis du comité anticorruption soudanais. Il est clair que la signature du pacte international contre la corruption lancé par les nouvelles autorités soudanaises rencontre des entraves. Ceci causé par certains responsables politiques et militaires qui verront leur implication ressurgir et ce qui favoriserait des entorses dans le processus de transition que connaît le pays. Pour démanteler l'ex-classe dirigeante du Soudan, le comité de lutte contre la corruption dispose d'une quantité importante de documents. Mais la tâche n'est pas si simple. Principal angle mort de l'enquête, les liquidités déposées par les membres de l'ancien régime dans les banques du pays sont particulièrement difficiles d'accès. Cela n'est pas si évident, que ce soit du côté de la transparence des banques ou encore de la volonté de certains responsables politiques qui ne souhaitent pas que tout soit découvert, ce qui souligne que le pays a hérité d'un lourd héritage de corruption de manière institutionnelle. Omar el-Béchir a déjà été condamné à 2 ans de prison pour détention illégale de devises par la justice soudanaise. Les autorités souhaitent que la saisie et la vente aux enchères des biens de l'ex-président soient mises au bénéfice du redressement de l'économie du Soudan. Et le Soudan sur la voie de l'apaisement avec l'Éthiopie. Le ton était monté entre les deux pays voisins en raison de violences frontalières. C'est ce qu'avait affirmé le commandement militaire de Khartoum le 28 mai dernier. Depuis, les autorités éthiopiennes comme soudanaises ont décidé d'éviter l'escalade. Une patrouille conjointe devrait d'ailleurs être mise en place. Corinne Comsefem. Après l'incident dans la zone frontalière d'Al-Fashqa, incident qui a coûté la vie à des militaires et civils soudanais selon les autorités de ce pays, l'Éthiopie et le Soudan envisagent une coopération formelle pour mettre fin aux violences dans cette zone. La zone frontalière d'Al-Fashqa, qui est entourée d'isolateurs à base d'eau, couvre une superficie d'environ 251 km². Elle est au centre des convoitises des deux pays. Les deux pays devraient travailler ensemble par le biais des mécanismes militaires existants pour traiter et enquêter conjointement sur les circonstances entourant l'incident. Nous sommes d'avis que de tels incidents sont mieux traités par le biais de discussions diplomatiques basées sur les relations cordiales et amicales et la coexistence pacifique entre les deux pays.
Al-Fashqa est constamment en proie à des violences que le gouvernement soudanais impute à des milices soutenues par l'armée éthiopienne. En effet, sous le régime du président déchu Omar el-Béchir, les agriculteurs éthiopiens ont pendant des années développé l'agriculture dans cette zone frontalière sans être inquiétés. Une situation que ne semble pas approuver le nouveau gouvernement de transition. Les états-majors des deux États déjà, l'Éthiopie et le Soudan, s'étaient pourtant rencontrés plusieurs fois ces derniers mois pour pacifier la situation de la région et éviter des incursions transfrontalières. Et en avril, le président du Conseil souverain du Soudan, le général Al-Bourhan, s'est même rendu en personne de la région où il avait juré de défendre vigoureusement la souveraineté du Soudan. Donc en définitive, il est important de comprendre que les chances de la stabilisation dans cette région restent minces tant que la question de l'eau, l'accès à l'eau n'est pas totalement réglée par les Nations Unies. Parmi les solutions envisagées pour sécuriser cette zone frontalière entre l'Éthiopie et le Soudan, la mise sur pied d'une force conjointe pour assurer les patrouilles et mettre fin au trafic d'êtres humains et toute autre forme de violence. Le paiement en espèces ne peut excéder 10 000 $. C'est le rappel fait par la Banque centrale en République démocratique du Congo aux banques commerciales. Des instructions aux établissements financiers dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. La Banque centrale qui constate que les dispositions ne sont pas toujours strictement respectées. Nathalie Mo. La Banque centrale du Congo rappelle à l'ordre contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Dans un communiqué datant du 25 mai 2020, le gouverneur de l'institution d'émission de la RDC a appelé les banques commerciales à respecter le maximal de 10 000 $ ou son équivalent dans le paiement en espèces ou par titre au porteur. Il a été observé que lors des paiements à leur guichet, les banques ne respectent pas strictement les dispositions des articles 5, 6 et 11 de la loi numéro 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, celle de l'article 5 de la réglementation du change en vigueur en RDC, ainsi que celle des articles 2 et 4 de l'instruction numéro 5 bis modifiant numéro 3 en vigueur relative à la dérogation aux dispositions légales interdisant tout paiement en espèces ou par titre au porteur d'une somme en francs congolais ou autre égale ou supérieure à 10 000. Le secteur bancaire de la RDC ne s'expose pas seulement à des sanctions internationales pour non-respect des règles contre les fraudes financières. Les banques congolaises enregistrent également de nombreux cas de fermeture de comptes à risque. On parle du phénomène de de-risking. Ça pourra réduire les possibilités en termes d'opérations financières internationales. Ces opérations internationales pourraient connaître des difficultés du fait du manque d'accessibilité des banques locales à l'international. Pour réduire les fraudes financières, la RDC a mis sur pied une centrale de gestion de risque. Mais l'institution n'est pas encore fonctionnelle dans le pays. Le système financier congolais affiche un taux de bancarisation estimé à environ 6%. C'est une bouffée d'oxygène pour l'économie sud-africaine. Le pays est passé ce lundi au stade 3 de l'alerte sanitaire. Les commerces ont rouvert et la plupart des secteurs d'activité ont pu redémarrer. Au total, ce sont plus de 8 millions de personnes qui sont de retour sur leur lieu de travail, alors même que le taux d'infection au coronavirus s'accélère. Corinne Candem et Corinne Comsefem. Comme promis par le président Cyril Ramaphosa, l'Afrique du Sud a entamé ce lundi 1er juin le niveau 3 de son confinement, permettant à l'activité économique du pays de reprendre à quelques exceptions près, pour autant qu'elle se déroule de manière conforme au protocole sanitaire. Selon les lignes directrices établies par le ministère de la Santé, le niveau 3 autorise tous les services de commerce électronique, les voyages aériens intérieurs limités et la vente d'alcool de 8h à 12h entre le lundi et le mercredi. L'Afrique du Sud est en réalité la première économie africaine. Si on regarde le PIB par tête d'habitant, le Nigeria ne le dépasse que grâce à sa démographie. Et il est donc important de savoir que du point de vue financier et du point de vue économique, cette république a plus d'atouts que tout autre pays sur le continent. Pour rappel, le premier cas confirmé de Covid-19 en Afrique du Sud a été enregistré le 5 mars et le président Cyril Ramaphosa a placé le pays en confinement au niveau 5 3 semaines plus tard, soit le 26 mars. Cependant, ces mesures ont frappé l'économie du pays le plus industrialisé d'Afrique, qui était déjà en récession avant l'avènement de la pandémie en raison principalement des coupures de courant de son fournisseur d'État dysfonctionnel Excom.
La Banque centrale sud-africaine s'attend à ce que l'économie se contracte de 4% cette année. Maintenant, au regard de sa difficulté actuelle, il faut savoir que les solutions sont très spécifiques. L'Afrique du Sud, en tant que pays, est une entité, mais chaque province a ses spécificités. Je pense que la solution qui devrait être en mesure de mettre en place devrait être une solution spécifique province par province. Mais il est important de savoir que l'Afrique du Sud ne peut pas se réduire à un seul bloc. D'après un rapport de la Nedbank publié au début du mois de mai, 3 millions d'emplois sont menacés, même si la pandémie est contenue rapidement, tandis qu'une lente reprise pourrait entraîner 5 millions de pertes d'emplois. Le pire scénario ferait passer le taux de chômage à plus de 50% contre un taux actuel d'un peu moins de 30%. Et reprise des activités économiques également ce 1er juin à Maurice. L'île est sortie ce lundi de 72 jours de confinement. Plus besoin désormais d'un permis de travail pour sortir ou se déplacer. En revanche, le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics. Les contrevenants s'exposent d'ailleurs à une amende de $500. Maurice où plus aucun nouveau cas local n'a été enregistré depuis le 26 avril dernier. Et dans chaque pays, la lutte contre la propagation du virus s'adapte aux réalités locales. Ainsi, au Tchad, les communautés nomades, en raison de leur mobilité et de leur accès limité aux structures de santé, sont particulièrement exposées au virus. Pour les aider à se protéger, les organisations de la société civile et les autorités misent sur la prévention. Des masques et des kits de sensibilisation ont été remis aux éleveurs nomades. Reportage de notre correspondant Mahamad Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, avec la propagation de l'épidémie de Covid-19 en milieu rural, les nomades sont l'une des communautés les plus exposées à la contamination. En transhumant avec leur bétail d'une région à une autre, les membres de cette communauté, majoritairement éleveurs, constituent un facteur de risque de contamination. Pour aider les nomades à se protéger de la maladie, les volontaires de la plateforme de la société civile Tchad d'abord ont distribué des masques et sensibilisé les éleveurs sur les mesures barrières. Cette maladie tue. Cette maladie ne connaît pas les races de la personne, ni l'ethnie de la personne, ni la religion de la personne. Donc le seul moyen qui va nous protéger, c'est des mesures barrières. Et raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de commencer avec les 8000 casnets et puis à la fin, nous allons voir encore aller où maintenant. Une initiative saluée par les autorités qui estiment que la communauté nomade et les populations des zones reculées sont très vulnérables face à la propagation de la pandémie de Covid-19 et doivent être protégées par la prévention. À cause de leur mobilité, les nomades ont un accès limité aux structures de santé. En tant que simple citoyen, j'ai dit c'est une participation d'un citoyen. Eux aussi, ils sont de différents responsables dans leur lieu. Mais le travail qu'ils font maintenant ici, c'est du bénévolat. C'est peut-être eux-mêmes qui ont cotisé avec leurs propres moyens. Et moi, j'ai apporté ma contribution en tant que citoyen ici. Pour rappel, sur les 759 cas enregistrés depuis le 19 mars 2020, 470 personnes ont été déclarées guéries de Covid-19. Le Tchad enregistre ainsi à ce jour un taux de 61,92% de guérison de Covid-19 selon les données du ministère de la Santé publique, tandis que le taux de létalité baisse à 8,56%. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.